Merci, c'est pas facile de parler après Xavier. Je vais simplement essayer par quelques situations vous illustrer le propos entre injonction et consentement et puis parler du refus. Moi j'ai le privilège, j'étais pendant 30 ans médecin anesthésiste au SAMU de Paris et pendant 15 ans j'étais aussi directrice médicale du SAMU social de Paris. Donc c'est une position un peu privilégiée, je faisais du social dans le médical et du médical dans le social. À l'époque, on parle beaucoup de transversalité. J'avais le privilège de pouvoir faire ceci. Et de temps en temps, j'avais ma casquette SAMU médical, de temps en temps ma casquette de SAMU social. La suivante, pardon, c'est moi, je crois. Ça, c'est ici. Ouais. Donc, je vais vous parler de quelques patients qui me sont rapidement revenus en mémoire. Julien, 28 ans, pli du pied. L'infirmière m'appelle, il est en consultation dans un espace solidarité d'insertion, il a une plaie effroyable. Et il ne veut pas aller à l'hôpital. Et l'infirmière essaie de le convaincre qu'il ne veut pas. Il faut vraiment un débridement chirurgical, c'est plus des petits pansements. Et j'arrive et j'essaie de lui dire qu'il risque de perdre son pied, aucun argument. Et je n'arrive pas. Et à un moment, je trouve la bonne question. Et je lui dis, pourquoi ne voulez-vous pas aller à l'hôpital? Et là, il me répond, j'ai honte. Et c'est moi qui ai honte, parce que je n'ai pas compris. Effectivement, il est dans un tel état d'incurie, dans un tel état physique, il sera mal reçu. On coupera ses vêtements, on les jettera, il risque de sortir avec un pyjama en tissu. Et là, par chance, au SAMU social, on a un très bel espace hygiène. Et on lui donne les moyens de se laver, de laver ses vêtements, et sans problème, il part 2 heures plus tard à l'hôpital. Armand, 45 ans, il a une plaie à la main droite. Et je suis dans un centre, il y a eu un décès. Et je suis allé voir les infirmières, discuter avec l'équipe, et on m'appelle, on me dit, écoute, viens voir ce patient. Il a une plaie très importante de la main, et il n'a pas voulu être recousu. Et donc, l'hôpital lui a fait un pansement extrêmement serré, très douloureux. Et là-bas, l'infirmière ne veut pas toucher le patient, ne veut pas toucher le pansement, ne veut pas le défaire, et lui dit, il faut retourner à l'hôpital. Elle lui répète en boucle, il ne veut pas. Donc j'arrive, j'essaie de trouver des arguments, et à tous les arguments, vous allez perdre votre main, il me dit que ce sera mieux pour faire la manche, il ne veut pas. Et à un moment, je lui dis, écoutez, ce qu'on va faire, on va enlever le pansement, ça va saigner, vous allez faire un malaise, et là, ce sera tout ça. Il me dit, allez-y. On enlève le pansement, et la plaie sèche, elle est très impressionnante, elle est une plaie anatomique, on voit vraiment ce qu'il y a à l'intérieur, mais ça ne saigne plus. Alors, il me dit, l'hôpital, je veux bien y aller, mais dans lundi. On est vendredi, il me dit, je veux bien y aller lundi. Et on lui refait un pansement moins serré, on lui donne du Doliprane, il dort avec les mains surélevées. Et moi, la nuit, j'imagine qu'il va faire un choc septique, ça va très mal se passer, j'imagine une gangrène et tout. Et puis le lundi, il est allé à l'hôpital, comme il l'avait voulu, et tout s'est bien passé, on a pu refaire cette plaie. On a refaire son pansement et le recoudre. Maria, elle a 72 ans, c'est en plein hiver, on la connaît bien, elle vit dans le nord de Paris sous 3 parapluies. Et il fait très très froid. Et là, elle est vraiment elle effectue vraiment une petite chemise de nuit très légère. Et elle ne veut évidemment pas être prise en charge et tout. Et on discute. Et à un moment, celui qui va faire moins 10 cette nuit, on ne peut pas la laisser. Et là, c'est une des rares patientes pour lesquelles on a appelé le SAMU médical. Et elle est hébergée aux urgences avec une procédure à l'époque d'HDT. Je crois qu'en 15 ans de SAMU social, on a recouru à cette procédure d'extrême urgence que 5 fois. Norbert, il a 71 ans, il est à Suffren, c'est une ville très très chic de Paris. Il vit là, et tout le monde s'émeut dans le quartier, plein, on est le maire, etc. Et un jour, le courrier arrive à la direction du SAMU social, et je décide d'aller le voir, mais cette fois-ci avec ma casquette de SAMU médical, et je vais le voir aussi avec le psychiatre du SAMU. Et puis on voit un homme qui me dit, écoutez docteur, j'ai fait 30 ans de prison, je ne supporte pas d'avoir un toit sur la tête, je veux vivre ici. Il a un discours qui est cohérent, il me montre d'ailleurs, il a un petit pointillé autour du cou avec des coupes et suivantes pointillés. On discute et puis on se dit qu'il a choisi cette vie et là on ne va pas le forcer. Il y avait des religieuses dans le quartier qui lui avaient proposé un hébergement qu'il a refusé. Et ce qui était extraordinaire, c'est qu'au moment où on s'en occupait, il y avait des enfants qui venaient avec un petit porte-monnaie envoyé par les parents pour leur donner de quoi vivre, et d'autres gens qui nous disaient alors quand est-ce que vous le gazez. C'était un contraste assez étrange. Et donc lui, on a accepté pour la laisser sur place, on a écrit à la mère en disant il a choisi ce mode de vie, c'était quand même exceptionnel. Et quand il avait un problème, parce qu'évidemment, vous avez vu, l'entourage était des fois très malveillant, il avait des fois des lacrymos, donc on allait chercher les équipes du SAMU, l'amener à l'hôpital et le ramener sur son lieu de vie. Et il est décédé 2 ans plus tard sur ce lieu de vie qu'il avait choisi. Alain, 48 ans, on le trouve un jour, les équipes le voient une nuit dans la rue, dans un parc, il est en train de creuser. Alors, cet homme, c'est un homme qui est vraiment dénutri, qui a un ictère, il est jaune, on sent qu'il y a une pathologie grave dessous, et il me dit, je creuse ma tombe.
Et c'est vrai que les équipes sont très, très, très touchées, enfin très mal à l'aise. Et on se rend compte que cet homme est suivi dans un service de soins palliatifs. Et puis ça s'est pas très bien passé. Le service de soins palliatifs l'a mis dehors. Et il est dans la nuit dans la rue, et on le ramène dans une de nos structures, et là, nos cadres infirmiers vont aller rencontrer l'équipe de soins palliatifs, vont se déplacer, vont leur expliquer les limites de traction et tout, et on arrive à refaire le lien, et le service le reprend pour des soins, et quand il allait mieux, on le reprenait dans nos structures de lien infirmier. Donc on avait réussi à faire ce lien. C'est pas toujours possible. De temps en temps, les services nous disaient que n'en veut plus, il continue à fumer, il continue à boire, c'est plus possible de le garder dans nos structures. Et donc, on disait toujours que nos structures de soins infirmiers, c'était des structures pour des soins légers, le temps de soigner une grippe, le temps de soigner une bronchite, le temps de soigner une gale, mais ce n'était pas du soin palliatif. Et évidemment, il y avait des exceptions, et on prenait ces patients et on les gardait jusqu'à la fin de leur vie dans des conditions où ils pouvaient rester en famille jusqu'à la fin de leur vie. Je vais juste faire un petit aparté, pardonnez-moi, mais hier, on a visité un centre d'hébergement à la CHRS qui était tenu par un ancien du service social que je salue, parce que le bâtiment était extrêmement extraordinaire, très beau, un peu comme on en parlait tout à l'heure. Et je sais que dans ce type de bâtiment, on peut garder des gens jusqu'au bout de leur vie s'ils le désirent, ils peuvent finir un jour dans cette structure, et je trouve ça c'est vraiment très beau. Bernard, il a 68 ans, il a des plaies épouvantables. C'est plus des jambes, c'est vraiment deux plaies. Et évidemment, comme il dit, il fait une manche assez extraordinaire. Et pour arriver à le convaincre de venir aux soins, c'est vraiment difficile. Et c'est un des rares patients pour lesquels je m'étais déplacé une nuit. Les équipes n'arrivaient pas à le convaincre. On a réussi à l'amener. Ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est que quand il est venu dans notre centre et qu'on a commencé à lui nettoyer le pied, ce que disait souvent Xavier, il y a une espèce d'érotisation de la douleur et des plaies. On sentait qu'il était attaché à ses plaies. On a réussi à le prendre en charge et le psychiatre a pu le prendre en charge aussi. Et on a fait un travail, je crois, assez extraordinaire pour cet homme qui a pu guérir. Tu veux en parler? Oui, je te passe le micro. Oui, mais il faut aller jusqu'au bout pour ce monsieur. Il faisait la manche devant Saint-François-Xavier. Il avait la jambe totalement pourrie. Et on faisait ses pansements dans la rue. On les faisait, et quand on revenait 2 jours après, le soir, puisqu'on travaillait de nuit, les pansements étaient déchiquetés et les plaies étaient toujours à recommencer, à se noter. Il entretenait ses plaies. Pourquoi il entretenait ses plaies? Peut-être pour avoir le travail des infirmières qui le touchaient, qui s'occupaient de lui. Ou peut-être, et c'est notre psychiatre qui dit peut-être que sur ces corps à l'abandon, il y a un contresens de la douleur. Et peut-être qu'il y a une véritable jouissance de la douleur. C'est vu à l'envers. Et je pense qu'il fallait oui, on l'a amené chez Esquirol, chez Vidon. Et cette jambe pourrie était réparée. La dernière fois que je l'ai vue, il était avec moi. Il était dans une chaise roulante. Mais la flamme, la vie qui l'animait, qui le maintenait vivant dans la rue, il était comme un légume. Donc qu'est-ce qu'on lui a fait en le sortant de son enfer? Il disait, dépêchez-vous, docteur, de faire mon pansement, j'ai une brillante. Une brillante, c'est la sortie de la messe. Les gens sont un peu généreux. Dépêchez-vous, c'est l'heure de la brillante. Et il était vivant. Et quand on l'a vu à l'hôpital psychiatrique, sa jambe s'était cicatrisée, mais lui, il était plus posant. Tu es d'accord avec ça? Je pense qu'on a revu le traitement et qu'après il était un petit peu mieux quand même. Il fallait l'adapter. Sébastien, il a 26 ans. Il a commencé à boire avec son père à l'âge de 10 ans. Quand on le rencontre, il en est à 1 litre de vodka par jour.
Il était sur un programme de transplantation hépatique et l'hôpital dit « Poitrot, on ne reviendra pas », il refuse, il se retrouve dans la rue, et donc j'en entends parler un soir, un vendredi, il est dans le coma, dans notre centre d'hébergement, et effectivement, on peut garder des patients dans le coma, c'est difficile. L'infirmière vient me voir et me dit « Tu sais, je pense que s'il risque de mourir, je ne peux pas de laisser des infirmières seules. Si tu me demandes, je reste tout le week-end et je l'accompagne. » Et puis, bon, je suis médecin de SAMU, c'est difficile, il est jeune, il a 26 ans. Je rappelle quand même le SAMU et je leur demande d'intervenir. Ils envoient une ambulance classique, sans médecin, et l'ambulance est effrayée par l'état du patient. Et finalement, le cadre accepte d'accompagner le patient à l'hôpital, donc il se retrouve dans l'hôpital qu'il connaît bien. Une semaine plus tard, il est sorti, il va bien, il va mieux. Et on va le reprendre en charge régulièrement. Un jour, il arrive dans notre espace d'accueil de jour, quelques mois plus tard, mais dans un état épouvantable, avec un anasarque, c'est-à-dire qu'il est bourré d'eau, il a un œdème du poumon, il a du mal à respirer, il a des jambes qui ont gonflé, il est dans un état épouvantable, et il ne veut pas aller à l'hôpital. Et là, on est trois, le médecin de la structure, une infirmière et moi-même. Et on va passer, je crois, plus de 2 heures à discuter. On n'imagine pas qu'on puisse rentrer chez nous et le laisser repartir dans la rue comme ça. Et il ne veut pas aller à l'hôpital parce qu'il sait qu'il a été rejeté plusieurs fois. Puis d'ailleurs, la dernière fois qu'il y était, je crois qu'il était parti avec un fauteuil roulant, donc il a laissé de mauvais souvenirs. On va négocier, on va négocier. Et puis, quand on craque, c'est l'autre qui prend le relais. Et à un moment, il nous dit bon, est-ce que vous pouvez pas me laver les pieds ? Bien sûr qu'on accepte, et quand on essaie de le déshabiller, il a tellement enflé qu'on a du mal à retirer ses vêtements. On le déshabille, on lui lave les pieds, on le lave, et après il nous dit les mains. On lui lave les mains, et une fois qu'il était mieux, il est allé à l'hôpital sans aucun problème. Et puis on n'entend plus parler, et un jour, un service d'alcoolologie m'appelle, et me parle de lui. Je me suis rendu compte qu'il a survécu après cet épisode précédent. Et là, il avait dû toucher son RMI, on appelait ça au SAMU à Saint-Rémy. Il a été agressé, il a eu une plaie par coup de couteau. Et il a été opéré en chirurgie ORL, et il a survécu. Et là, il est dans un service d'alcoolologie. Et il veut sortir de l'hôpital, et le jeune interne me demande d'amener des chaussures. Je suis un peu étonné. Des chaussures, il me dit bah oui, il veut sortir, il n'a pas de chaussures. Et je pense qu'il veut sortir surtout pour aller boire. Et on avait réussi à diminuer progressivement sa consommation, on était réduit à peu près à 3 cm de vodka par jour. Et là, je lui dis peut-être qu'on pourrait donner un petit peu d'alcool pour qu'il reste, parce que les soins ne sont pas finis. Elle me dit non, je passe mon chef, et le chef me dit enfin, je suis dans un service d'alcoolologie, c'est pas possible, je ne peux pas faire ça, je peux pas. Évidemment, il ressort pieds nus, on le retrouve encore dans notre structure. Et le nombre de péripéties que ce patient a pu avoir, c'était extraordinaire. Et un jour, il me voit, il me dit, vous savez, docteur, vous m'utilisez, mon TP, etc. Tout est remonté, regardez, il avait complètement, il n'a plus d'œdème, il était complètement bien. Enfin, je crois que ces patients, des fois, ont des survies qui sont quand même étonnantes. On se dit qu'à leur place, on serait mort depuis très longtemps. Et il apprend à ce moment-là que son père vient de décéder, mais vient de décéder depuis plusieurs mois, il ne le savait pas. Il me parle de sa famille et il avait tellement de son état qu'il avait complètement rompu les plombs. Et on a réussi à faire le lien avec ses proches, appeler sa famille, et faire le lien, tout le monde était en pleurs au téléphone, et il est parti dans sa région, bon, j'ai plus de nouvelles. Et je me dis qu'il ne faut jamais désespérer, toujours croire et on peut arriver à faire des choses. Alors c'est vrai que je vous raconte de belles histoires, d'histoires où on a pu aller au-delà du refus de soins en essayant de comprendre. Je vais vous raconter une histoire que je n'ai pas notée ici, c'est de patient qui était à domicile. C'est une dame de 97 ans qui appelle tous les jours entre 7h30 et 8h30 le matin le SAMU. Et elle parle toujours de douleurs abdominales atroces. Elle appelle le médecin traitant, et puis à 97 ans, on a toujours peur de quelque chose de grave. Est-ce que c'est pas un infarctus mésentérique, on a peur, et donc soit on l'envoie au médecin, soit on l'envoie aux urgences de l'hôpital. Elle a fait 200 patients dans un grand hôpital parisien pratiquement tous les jours. Elle arrive à l'hôpital, on faisait l'échographie, un petit bilan sanguin, elle repartait avec rien. Et quand j'entends mon pari, je me dis c'est pas possible, il faut qu'on fasse quelque chose pour cette patiente qui avait tous ces séjours. Et à l'époque, on était en train de monter avec Xavier une équipe qu'on avait appelée équipe mobile d'urgence médico-sociale en appui du SAMU de Paris. Et donc on va la voir chez elle, on se rend compte qu'elle est dans un appartement très simple, très chouette, avec un fils qui a une 60aine d'années, qui n'en peut plus d'avoir tous les matins les pompiers ou un ambulancier qui vient chercher sa maman.
Et quand je la vois, je sens qu'il y a quelque chose. Je ne suis pas psychiatre, je sens qu'il y a quelque chose. Elle me dit avec un grand sourire lumineux, j'ai des douleurs abdominales atroces. Mais il y a tel contraste entre ce qu'elle me dit et son apparence physique, je sens qu'il y a quelque chose. Mais j'ai du mal, je me dis qu'il faudrait qu'elle voie un psychiatre, un gérontopsychiatre, mais comment faire? Elle rappelle peu de temps après, et là, j'appelle les urgences en disant, écoutez, elle va venir chez vous, mais cette fois-ci, ne la faites pas sortir 2 heures plus tard. Gardez-la en hospitalisation, gardez-la. Alors, ils me disent, mais c'est jamais, on n'a jamais avant de passer en gériatrie. Bon, du coup, j'appelle moi-même la gériatrie. Miracle, il y a une place ce jour-là. Donc, elle part directement de chez elle en gériatrie. 15 jours d'hospitalisation en gériatrie, et je me dis, c'est dit, ils vont retrouver un diagnostic. Et puis elle a eu évidemment tous les bilans sanguins, radiologiques, qui nous montrent qu'elle n'a rien. Et je lui dis, mais le gérontopsychiatre, le gérontopsychiatre, c'est très compliqué, il faut prendre rendez-vous, c'est difficile. Non, il n'a pas de rendez-vous. Et là, ça me fait un peu rager. Et donc, j'appelle le service de gérontopsychiatrie qui travaille à cet hôpital. Le chef de service me permet d'en parler d'un de ses chefs de clinique, et je lui demande de venir à madame. C'est le genre de situation, enfin, j'ai un psychiatre qui se passe à domicile, on se dit, ça va pas y arriver. Bah si, il accepte, il vient la voir. Et son interrogateur est extraordinaire, il a des compétences que je n'ai pas, et il arrive il lui propose une hospitalisation dans son service, elle accepte, et là, c'est extraordinaire. Elle reste 15 jours dans ce service de gérontopsychiatrie, ne me demandez pas le diagnostic et le traitement, et je sais qu'après, il l'a inscrit dans un parcours de soins avec des ateliers de jour et tout, et pendant 4 mois, elle ne manquait même plus le SAMU, je ne dis pas que ça nous manquait, mais presque. Et elle a comment dirais-je, le fils était hyper content, sa mère avait retrouvé sa joie de vivre, c'est une ancienne institutrice, une femme assez exceptionnelle. Et il n'a pas fallu grand-chose, il y avait 2 visites, et puis s'abstiner, faire déplacer quelqu'un pour que tout change. Et comment dirais-je, je vais parler juste d'une dernière situation, un patient qui me pose des problèmes en parce que j'ai pas des succès. Et aujourd'hui, les collègues du SAMU vont faire l'histoire d'un homme de 53 ans qui a une sclérose en plaques, en fauteuil roulant, qui refuse les soins, qui est agressif avec tout le monde, qui n'accepte que les pompiers pour faire ses soins d'hygiène. Et 4 à 5 fois par jour, il appelle les sapeurs-pompiers de Paris qui vont chez lui font les soins, mais c'est pas leur boulot, les pompiers n'en peuvent plus. Donc on a fait 2 réunions qui ont réuni à chaque fois 35 personnes. Les psychiatres disent ce n'est pas psychiatrique. Bien sûr, c'est peut-être pas psychiatrique, il y a quand même une souffrance psychique et les psychiatres disent ce n'est pas pour nous. Et j'essaie de trouver une solution pour cet homme, je ne sais pas comment faire, parce qu'il épuise tout le monde. Au-delà de son agressivité verbale, je pense qu'il faudrait arriver à passer outre, mais c'est très difficile et c'est une situation, je dirais, d'échec pour moi. Donc vous voyez, c'est pas toujours évident, mais de temps en temps, enfin sur les 2 diapos. Ah oui, c'est pardon, merci Jean-Xavier. Ouais, alors juste, on a des petites pistes. Pour convaincre, je crois qu'il faut être convaincu. Accepter d'aller contre le bon sens. Le patient, je pensais qu'il ne voulait pas aller à l'hôpital, mais finalement il avait raison, ça ne s'est pas aggravé, il n'a pas fait de choc septique. Et c'est pas pour un médecin, c'est pas facile d'aller contre nos croyances, notre bon sens. Savoir négocier ce qui n'est pas négociable. Apprendre à être humble aussi, savoir se faire aider. On ne sait pas tout, savoir demander conseil. Toujours penser en transverse, c'est vrai que je l'écris en gras parce que médico-psychosocial. Faire la chasse aux mistigris. Vous savez, ces patients qui ont des problèmes médicaux, psychosociaux, et c'est pas moi, c'est toi, etc. Et finalement, personne n'est vraiment en charge. Et c'est vrai que pour ça, l'urgence médicale est un bon moment pour arriver à s'approcher d'eux au nom de l'urgence médicale et après mettre en lien tout le monde. Puis c'est vrai qu'un secret aussi, c'est d'avoir envie de faire quelque chose. Si on n'a pas envie de le faire, on n'y arrivera pas. La suivante, Xavier. Ouais. Non, la suivante, juste avant, tu es passé trop vite. Pardon. En arrière. Voilà. Flirter avec l'audace, oser, imaginez, n'ayez pas peur. Ayant des, comment dirais-je, faire venir un gérontopsychiatre à domicile, c'est vrai que ce n'est pas évident, mais tordre les règlements. Ne pas avoir peur de tordre les règlements. Vous savez, quand j'étais au SAMU social, normalement, la durée de séjour dans les lits infirmiers, c'était 2 mois. Alors certains, pour plaire aux tutelles, quand des patients, par exemple, on avait des patients qui avaient 80 ans, on avait pris après des séjours énormes dans la rue, à 80 ans, on ne remet pas quelqu'un à la rue. Et donc, en l'absence de solution, puis certains ne savaient même pas leur nom, c'était très compliqué, et bien je les gardais dans nos structures. Et certains, pour
les mettait tous les 2 mois, les changer de sang pour montrer qu'ils ne respectaient pas, ils respectaient les durées de séjour. Non, certains patients étaient au service social depuis 3 ans dans nos structures. Et quand je faisais mes statistiques, ma durée moyenne de séjour, effectivement, je sortais ces patients pour ne pas casser ma DMS. Et je faisais une DMS que sur 28 patients sur 30. Je sais qu'un jour, j'ai un contrôle de l'IGAS, c'est assez extraordinaire le contrôle de l'IGAS. Il y avait, je ne sais pas si vous avez vu ce film avec Nakache et Toledano sur une structure d'enfants handicapés, non? J'ai plus le nom en tête, c'est un film extraordinaire, très émouvant. Oh non, voilà, ce film. Ils ont le contrôle de l'IGAS, et j'ai vécu exactement la même chose, et c'était assez extraordinaire. Ils ont épluché tous nos dossiers, et parce que effectivement, je ne respectais pas forcément le règlement, et à la fin de la journée, ils ont refermé le dossier, ils m'ont dit bon courage. Donc ne jamais avoir peur de tordre les règlements. Ignorer les conditionnels. C'est les gens qui vous disent et si, mais s'ils refusent, et si. Ah non, on essaye, on tente. Et quand on me dit et si, je dis et si une météorite nous tombe sur la tête, on sait aussi. Arrêtons les et si. Pouvoir toujours imaginer. Envisager tout le parcours de soins. C'est par exemple le cas des assistantes sociales qui sont confrontées à un patient, vous savez, ces patients qui vivent les diogènes, qui vivent dans des conditions incroyables d'accueil à domicile. L'assistante sociale arrive enfin à rentrer dans le domicile, veut qu'on appelle le SAMU pour venir le chercher, et si tout le parcours de soins n'est pas prévu, il va arriver aux urgences, il va repartir au civil. Donc si le parcours de soins est mis en place, effectivement, on fera intervenir une équipe du SAMU pour prendre en charge le patient. Ne jamais renoncer, s'obstiner, voler du temps à l'éternité. C'est une jolie phrase que Xavier a trouvée, voler du temps à l'éternité, et puis renoncer, c'est quelque part se trahir. Et puis la dernière, Xavier, c'est une phrase que tu utilises souvent, que j'ai fait mienne et que j'ai mis du temps vraiment à intégrer, à bien comprendre. L'urgence est une méthode pour sortir de l'urgence. Je vous remercie. Ces situations, la puissance de ces images. Est-ce que vous souhaiteriez peut-être faire un commentaire, poser des questions? Peut-être que ces différentes situations cliniques, ces différentes réflexions font écho aussi à des pratiques, à vos questionnements. Est-ce que vous souhaiteriez poser quelques questions? Voilà. Juste une remarque. Il nous est arrivé à tous de rencontrer ce genre de personnages exclus. On est de bonne volonté, on essaye de faire le maximum. Mais il existe aussi des pervers manipulateurs qui vous font tourner en bourrique. Je voulais dire, oui, on est tout à fait ouvert, tout à fait généreux. Il existe des gens qui vous manipulent à l'infini. Bon, ils sont rares, il faut faire avec. C'était juste ma remarque. Bonjour, je suis le docteur Chalin, je suis gériatre en milieu rural. J'ai énormément apprécié votre présentation à l'un et à l'autre. Et c'est vrai que dans les photos, j'ai revu en fait plein de choses qu'on voit encore, mais nous, dans nos milieux ruraux. Il y a un problème aussi d'accès aux soins, d'écoute, et que l'exclusion aujourd'hui touche aussi les territoires en fonction de là où on habite. Et ça m'a fait penser aussi à une situation, parce que je fais aussi beaucoup de soins palliatifs, et jusqu'où on peut aller, où on avait un patient jeune qui avait un cancer de la parotide et qui refusait complètement toute hospitalisation, donc on intervenait dans le cadre de l'équipe mobile soins palliatifs. Et comme il refusait toute thérapeutique antalgique, voilà, j'étais même allée demander à ce que ses amis, puisqu'il était assez isolé, d'aller acheter du shit pour le soulager. Et c'est petit à petit dans ce contrat de confiance, parce que je trouve que il faut aussi du temps pour créer un lien de confiance, et que nous, notre regard, quelque part, notre dignité, elle est aussi dans le regard que l'autre nous porte. On n'existe qu'à travers, justement, le regard qu'on porte à l'autre. Et que pour ces gens qui sont tellement détruits, il leur faut du temps pour se reconnaître en tant que sujet, en tant qu'existant, digne d'exister, pour créer en fait ce lien de confiance et de faire accepter petit à petit, pied à pied,
certaines choses et qu'il n'y a pas de petite victoire au final et qu'il faut qu'on soit humble pour que le peu qu'on puisse accéder dans l'autre et à l'autre, ben même ça c'est une grande victoire. Voilà. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres remarques ou d'autres questions? Sont sidérés. Voilà. Juste une remarque, ce que vous aviez dit autour du parcours et des parcours de soins, je pense que c'est important aussi de savoir, et on en avait discuté un petit peu hier, ce que chacun peut faire en fait dans ces organisations-là et ne pas non plus adresser dans un secteur qui ne correspond pas à ce qu'on peut proposer, parce que si on va vers l'échec, ensuite la personne elle part avec un peu d'espoir parce qu'on l'oriente par exemple vers une consultation et puis finalement c'est pas cet endroit-là et plus que du rejet, enfin le rejet est aussi une façon de renoncer mais aussi de ne pas obtenir de réponse à des propositions alors qu'on y va avec un peu d'espoir. Je pense que ça aussi ça peut aussi entraîner ensuite un refus quand on va faire une autre proposition puisque la dernière fois ça a servi à rien, on m'a dit que c'était pas ici. Si je ne vais pas prolonger inutilement cette intervention, mais chacun connaît, puisque vous êtes tous des travailleurs de terrain, le mistigris. Quand on dit faites la chasse au mistigris, c'est pas pour moi, c'est pour toi. C'est combien de fois le refus, en particulier la psychiatrie. Non mais c'est pas psychiatrique, c'est social ton truc. Qu'est-ce que tu veux que fasse le psychiatre? Et donc vous êtes rejeté. Et pourtant vous savez que le comportement n'est pas adéquate, mais vous n'avez pas à forcer la porte. Alors ce qu'on faisait, nous, SAMU social, c'est pas une perte de temps. Quand on voulait amener, quand on rencontrait dans la rue quelqu'un qui relevait des soins, l'infirmière du camion, elle l'amenait aux urgences. Elle avait comme consigne, tu ne repars à ta base que lorsque tu as rencontré le médecin de l'urgence pour lui présenter ton malade. Si vous l'abandonnez, surtout à quelqu'un en mauvais état, quelqu'un qui est habillé, qui présente très mal, qui est tout dégueulasse, si vous l'abandonnez aux urgences, il ne sera pas vu. Il ne sera pas vu. Il faut l'abandonner, si j'ose dire, dans les bras de quelqu'un. C'est que des affaires individuelles. Dans l'exclusion, il n'y a que des gens. Il n'y a pas de structure, ils ne les comprennent pas. La plupart du temps. Et pourtant, Dieu sait qu'il y a plein de cases, plein de dispositifs faits pour eux. Et les gens ne comprennent que les hommes et les êtres humains vivants à qui ils vont expliquer leur situation. Il faut se rappeler de ça. Ils ne voient pas les institutions, ils voient les gens. Et j'ai mis du temps à comprendre. De même, la faculté d'abstraction. À Nanterre, quand des gens arrivaient, ils disaient, bon, vous prenez le métro, vous descendez là, il y a juste un changement, et après, vous allez trouver juste dans la rue le centre d'hébergement. Seulement le métro, la carte n'est pas le territoire, comme dit Houellebecq. Vous montrez la carte, mais ils connaissent, quand ils sont très exclus, ils connaissent le chemin qu'ils ont parcouru eux, le chemin vivant, le chemin où il y a tel repère que on ne peut pas voir. Attention à l'abstraction, attention aux institutions. On est dans le monde des gens, qui rencontrent des gens. Voilà les remarques que je voulais au final. Non, je pense que... Monsieur Manuli, donc on vous remercie parce que c'est vrai que depuis hier soir, vous nous faites beaucoup de bien. On a déjà commencé la discussion hier soir, on la poursuit là. Il y a une notion qu'on a abordée déjà un petit peu hier, mais vous avez insisté aussi sur cette notion-là. C'est vrai
hier, on avait abordé le fait que dans le soin, il y a aussi prendre soin. On n'est pas que dans le soin thérapeutique, médical, qu'il y a aussi prendre soin. Et c'est vrai qu'on avait abordé le fait, et vous nous confirmez, que le refus de soins, en fait, même si sur le plan juridique il est défini, on n'a jamais un refus de prendre soin, et c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire que la personne ne va jamais refuser qu'on prenne soin, qu'on prenne un moment. Elle va peut-être refuser le soin à ce moment-là, parce qu'elle n'est pas dans la même temporalité, on n'est pas dans la même temporalité, mais elle ne refusera jamais qu'on puisse prendre soin, et même les grands exclus, vous en avez parlé, il va y avoir un moment, un message, une parole, quelque chose va être déjà le début du prendre soin. Rappelez-vous, c'est complètement engrammé dans ce que nous sommes. Je veux être aimé. C'est comme ça depuis le début, la première seconde où il apparaît sur la Terre, il dit ça, c'est le lien. Le lien, parce que, si j'ose dire, on est un homme multiple. On appartient à une famille, on appartient à un groupe. On peut dire, je peux me permettre, j'ai encore un tout petit peu de temps, de dire que les êtres humains, dans le règne animal, c'est le petit homme, c'est le seul qui est dépendant très longtemps des adultes. Juste dépendant de sa mère, bien sûr, pour manger, pour protéger, mais il est dépendant aussi des adultes jusqu'à l'âge de 7 ans. Et après, là aussi, c'est comment dirais-je, profondément inscrit après dans sa personnalité. Un homme appartient à un groupe. Il se voit comme un élément d'un groupe. Parce que ça lui a été imprimé. Il est dépendant du groupe. Ça a été, dès sa naissance, il a été dépendant. Il reste très longtemps. Regardez, c'est pas moi qui le dis, c'est Arthur Kessler qui dit, mais regardez, les gens ne sont pas méchants en général, sauf pour des problèmes de territoire, de nourriture. Ils ne cherchent pas la querelle, ils veulent plutôt vivre en paix. Mais quand son groupe lui demande d'être conquérant, quand il lui demande d'aller à la guerre, quand il demande d'attaquer un autre groupe, alors là, ses propres intérêts personnels disparaissent et se fondent dans les intérêts du groupe, très rapidement. On a toujours ce sentiment et cette envie d'appartenir à un ensemble. Il faut s'en souvenir. Et donc, le soin, quel soin? Un soin physique, comment pourrait-il le comprendre? Quand on faisait des diagnostics de tuberculose, Dieu sait qu'il y en avait, les gens étaient le long du mur, fatigués, toussant, crachant, maigrissant. C'est facile à faire, crachant du sang, facile à faire le diagnostic de tuberculose. Vous mettez votre stéto, vous entendez les souffles historiques sur ces poitrines-là. Vous les isolez, vous donnez le traitement. En 8 jours, ils sont guéris. Guéris de leur grande fatigue. Mais il faut 18 mois pour guérir de la tuberculose. Et comment faire pour lui dire maintenant tu continues? Ah mais je vais bien. Et là il va bien. Comment faire comprendre l'intérêt du traitement au long cours? Est-ce que on va le forcer? Comment on fait? C'est dans ton intérêt. Donc vous entendrez parler du refus de soins. Mais quel soin vous êtes capable de donner? Et je vais vous dire la clé. La clé, c'est le souci de l'autre. C'est-à-dire, c'est mon prochain. Je n'ai pas dit que c'était mon semblable. Hein. C'est pas mon pareil. C'est mon semblable, c'est pas mon pareil. C'est ça que je veux dire. Pas pareil à moi. Il ne peut pas penser la même chose que moi. Mais c'est quand même mon semblable humain. Très difficile, notre tolérance de médecin. Donc je vais vous dire ce qui nous est arrivé. Ça a commencé avec Descartes, animal-machine, avec un médecin qui s'appelait Offray-Lamétrie, un médecin, Julien Offray-Lamétrie.
qui dit mais on est une machine, on est une mécanique, on n'est qu'une mécanique. Et en effet, c'était bien trouvé. D'ailleurs, sous l'Ancien Régime, les paysans les appelaient les hommes mécaniques, parce qu'ils faisaient des tâches non nobles. Et c'était au début de l'ère industrielle. L'homme est une mécanique comme les autres. Et à partir de ce moment-là, on a fait des progrès médicaux. C'était plus la fatalité. Et on a pu, et c'est vrai qu'on est une mécanique, la hanche arrive à bout de souffle, on la change, on peut changer le foie, le poumon, le cœur. On est une mécanique avec des pièces détachées, c'est vrai. Mais la finalité d'une mécanique, on voulait faire du chaud, on fabriquer un radiateur, on voulait faire du froid, un frigidaire, que sais-je. Et la finalité de l'homme mécanique, c'est quoi? Eh bien, il produit quelque chose. Il produit du sens et de l'amour. Il produit. C'est une mécanique qui a un objectif. Produire du sens. On donne du sens à tout. Ouais, peut-être une folie d'interprétation, mais tout a un sens. Tout veut dire quelque chose pour la personne, qui donne une raison d'être sur la Terre. Et donc, refus de soins, refus de tes soins, refus de toi qui m'as rejeté tout le temps. Et à juste titre, les gens, quand on se penche au début du salut social, pourquoi ils ne pouvaient pas penser qu'on se penchait vers eux avec une bonne intention, puisqu'on les avait laissés pourrir dans leur coin. Pourquoi on viendrait à leur secours? Pourquoi? Et donc hostilité. Et donc refus de soins, qu'est-ce que tu m'apportes? Est-ce que tu vas me sortir de là? Je vais me dire plus. La gentille petite boulangère qui vient de faire sa première fournée. Elle voit le SDF familier dans le coin. Il est 6 h du matin. Viens voir. Tiens, croissant tout chaud pour toi. Mais celui qui est à 100 mètres, il l'a vu aussi. Il dit tiens, c'est une distribution de nourriture. Il vient aussi pour voir son croissant. Puis un troisième qui passait par là, et il vient aussi pour. Et qu'est-ce qu'elle a fait avec son bon cœur, la gentille boulangère? Elle a attiré tous ces gens. Distribution. Oui, mais elle appelle la police parce que ça va faire fuir les clients. Qu'est-ce qu'on fait? Quel sens on donne? De donner des repas chauds, c'est vachement sympa. Est-ce qu'un homme, c'est d'abord un tube digestif? Non, c'est autre chose. Donc il faut réfléchir. Quel sens on donne? De quel sens il va recevoir? Et au nom de quoi? Voilà en tout cas ma propre vision. Pardonnez-moi de vous la dire, mais dans le refus de soins, on a le droit de refuser. Vous savez, il y a un truc, moi qui suis médecin, le code de déontologie vous disait 3 choses. Le libre choix du médecin. Celui-là, il ne me plaît pas, je vais prendre un avec qui j'ai un bon compte. Colloque singulier. Ce que je vais dire à mon médecin, ça reste entre lui et moi. Je peux lui raconter les pires horreurs. De toute façon, c'est lui et moi. Secret médical. Secret médical, ce que les yeux verront, jamais je dénoncerai quoi que ce soit. Ouais. Est-ce qu'un médecin de nos jours peut respecter ces codes de déontologie? Secret médical, colloque singulier, dans l'urgence, on fait quoi? Donc on bafoue notre propre édifice éthique, déontologique. Donc il faut y aller sur la pointe des pieds, avec modestie et avec le respect. Bon, tu refuses, je vais t'expliquer ce que tu risques. Tu refuses comment? C'est bien, c'est ton choix. Pas aller jusqu'à dire le gars qui dit je veux me suicider, c'est ton choix. Non, je peux pas. Là, je le retiens. Mais c'est une question de bon sens, de dire c'est quoi mon semblable, si j'ose dire mon frère humain, qu'est-ce que je fais? Pardonnez-moi. Merci beaucoup.